Alors, bonjour et bienvenue au sommet virtuel d'art-thérapie francophone. Mon nom est Alice Albertini et je suis l'hôtesse de ce sommet où vous allez pouvoir avoir accès à 15 conférences données par des art-thérapeutes professionnels, mais il y aura aussi des ateliers pratiques et des sessions de questions-réponses. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Laurence Bossy. Bonjour Laurence. Bonjour Alice. Pour les personnes qui nous écoutent, j'aimerais que tu te présentes un peu qui tu es, puis qu'est-ce que tu fais dans la vie. Alors, tout d'abord, je voudrais te remercier parce que je trouve que c'est vraiment une merveilleuse initiative que de réunir toutes ces expériences différentes qui font la richesse de ce métier. J'adore le métier d'art-thérapeute, c'est un métier passionnant. Donc voilà, merci beaucoup Alice pour tout ça. Et puis, donc, moi, je suis Laurence Bossy, je suis art-thérapeute depuis 20 ans. Je suis membre en France du syndicat français d'art-thérapeute. Et je suis installée en Haute-Savoie depuis peu de temps, mais je continue une grande partie de mes activités en France, sur la région parisienne, surtout des activités de formation, puis je donne aussi des cours en ligne, voilà, des ateliers en ligne. Il y a une question que je pose à la majorité de mes invités et j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que c'est l'art-thérapie pour toi? Alors, l'art-thérapie, en fait, moi, je l'ai d'abord vécu comme un soin de support. J'ai créé il y a 18 ans Médecins de l'Imaginaire, qui est une association qui œuvre auprès des enfants, des adolescents et des adultes qui ont un cancer. Donc, vraiment, c'était l'idée de soutenir le processus de guérison. Et puis, je poursuis toujours cette mission, mais aujourd'hui, je m'intéresse beaucoup aux femmes je travaille beaucoup avec des pratiques de résilience et de reliance, notamment pour essayer de transformer les épreuves de vie dans des sources de croissance. Voilà, et j'ai vraiment le sentiment que l'art-thérapie, c'est un soin très puissant qui est capable comme ça de nous faire naviguer de l'ombre à la lumière, un peu comme un processus alchimique. Et c'est un peu comme ça que j'aime parler de l'art-thérapie aujourd'hui. Merci beaucoup. Je partage beaucoup cette vision aussi de l'art-thérapie. Je trouve qu'il y a vraiment une espèce, je vais utiliser le mot magie. C'est un peu comme si la tête ou l'intellect n'est pas comme trop capable de comprendre comment ça se fait que ça fait un effet bénéfique comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans les profondeurs, dans l'imaginaire c'est ça qui rétablit ou qui anime, qui guérit la personne de façon comme non linéaire et symbolique. Puis à chaque fois que moi aussi, je me sens privilégiée d'exercer ce métier-là, puisque quand je vois ça avec mes clientes, je suis tout le temps comme émerveillée en disant, je suis vraiment de la chance d'être témoin de ça. C'est clair, c'est une grande chance qu'on a déjà d'avoir découvert ce beau métier et puis de pouvoir maintenant le vivre intensément. Alors, c'est quoi le titre aujourd'hui de ta présentation? Alors, c'est l'art-thérapie qui alchimise les épreuves de vie, ou comment alchimiser nos épreuves de vie avec l'art-thérapie. D'accord. Alors, je vais te laisser aller pour ta présentation, puis je reviens à la fin. Vas-y. Merci Alice. Donc, pour expliciter un petit peu cette notion d'alchimie des épreuves de vie, parce qu'on n'en parle pas souvent, c'est un terme un peu... mais je vais d'abord un petit peu vous dévoiler un petit peu de mon histoire personnelle, car comme beaucoup de thérapeutes, c'est souvent dans l'histoire personnelle que le métier se tisse. J'ai vécu une opération grave quand j'avais 11 ans et j'ai été immobilisée plusieurs mois à l'hôpital. Et ça m'a fait découvrir, en fait, très, très brutalement, ce que c'était que la douleur, la peur, la solitude et surtout l'expérience de vivre un petit peu quelque chose en décalage par rapport aux autres enfants de mon âge. C'était quelque chose de vraiment compliqué. Et puis, un petit peu plus tard, j'ai perdu brutalement mon père à 25 ans et
et à 33 ans, mon deuxième enfant. Donc là, vraiment, ça m'a fait découvrir encore des choses plus compliquées, la dépression, le deuil, et puis surtout un chagrin immense. Mais heureusement, j'ai toujours été fascinée par la création sous toutes ses formes. Et les rares fois où enfant, on me permettait d'aller dans un atelier, c'était comme un rayon de soleil. Et je me rappelle de ces moments toujours avec bonheur. Je les vois, je les visionne. Donc c'est vraiment quelque chose de très très précieux. Mais bon, j'avais conscience comme ça que c'était important, la créativité, mais j'avais l'impression que c'était réservé à cette époque-là à une élite, à des artistes avec un grand A et puis des créatifs avec un grand C. Surtout que j'étais dans le monde de la pub et c'était un petit peu spécial à ce niveau-là. Et en fait, quand ma vie de jeune femme bascule après la mort de mon fils, j'ai vraiment une quête profonde de reconstruction, de transformation. Et comme dans toutes les quêtes, il y a la rencontre avec un guide qui va être déterminante. Et alors ce guide, il est canadien, il est psychothérapeute, il se nomme Gilles Deslauriers et à l'époque, il me forme à l'accompagnement au deuil des enfants. Et là, je suis contente de pouvoir avoir cette occasion de lui exprimer ma reconnaissance parce que c'est le premier qui m'a parlé d'art-thérapie. Et en fait, 3 jours après notre échange, je me suis inscrite à l'université pour me former à l'art-thérapie. Et c'est là que, en fait, ma deuxième vie a commencé. Il y a un célèbre livre là-dessus. Donc voilà, donc dès que j'ai été diplômée, en fait, j'ai créé cette association Médecins de l'Imaginaire dont je parlais tout à l'heure en 2003 et les premiers programmes en France ont pu donc voir le jour pour accompagner les enfants à l'époque qui traversaient un cancer, une maladie grave. Et puis petit à petit, on l'a étendu aux adolescents et aux adultes. L'idée, c'était vraiment d'inscrire l'art-thérapie dans le processus de guérison. De s'appuyer sur le fait que l'art-thérapie a une capacité de réenchantement pour nourrir l'énergie de vie et soutenir le processus de guérison. Aujourd'hui, notre devise, c'est colorer la vie face au cancer. On a constaté avec mon équipe au fil des années les effets qui avaient beaucoup d'effets positifs. Aujourd'hui, à ce jour, on a accompagné plus de 2700 patients dans nos parcours d'art-thérapie. Et en fait, c'est souvent grâce à eux qu'on a gagné de l'expérience et qu'on a pu concevoir aussi des protocoles de mieux en mieux adaptés aux problématiques qu'ils rencontraient. Le premier effet qui est vraiment remarquable, c'est l'assiduité qu'ils viennent, leur assiduité à nos ateliers. Malgré la fatigue, malgré les effets secondaires, on arrive à des 90% d'assiduité, donc c'est vraiment très impressionnant. On constate aussi, pour 8 personnes à peu près 8 participants sur 10, une amélioration notable du moral. Il y en a beaucoup qui considèrent aussi que ça les aide à remettre en forme leur confiance, à reprendre confiance parce que la maladie vraiment sape un peu cette part d'eux. Et puis aussi, et ça c'est vraiment touchant, à prendre soin, parfois pour la première fois, avoir le temps de s'accorder de l'attention dans une vie bien remplie, surtout des vies de femmes qui travaillent, etc. Donc, et qui souvent n'ont pas eu le temps de prendre soin d'elles. On voit aussi, ils nous parlent aussi du fait que ça les aide à ne pas rester isolés par rapport à la maladie. Et donc, voilà, on apprend beaucoup, beaucoup de choses de ces retours d'expérience. Et moi, j'aime dire que l'art-thérapie, c'est souvent les patients qui en parlent le mieux. Voilà. Et donc, en fait, cette parole des patients, cette parole des femmes aussi m'a fait prendre conscience que souvent, la maladie se déclarait dans un contexte de vie difficile, des harcèlements au travail, des divorces, des conflits familiaux, des deuils.
et que souvent, ces épreuves de vie, elles étaient passées là comme ça, sans bruit, sans prise en charge, et que souvent, les personnes avaient mis beaucoup, beaucoup d'énergie psychique pour garder ça dans le silence, pour pas se plaindre, pour essayer de faire face malgré tout, de mettre leur mouchoir dessus, comme on dit, mais c'est pas toujours évident. Et dans ce contexte, en fait, je trouve que l'art-thérapie a une capacité tout à fait opérante de transmuter les douleurs, une capacité en fait plastique, de lever les résistances, de pouvoir donner une forme plus consciente qu'on peut accueillir et surtout dont on peut prendre soin, avec évidemment le soutien de l'art thérapeute. Et je trouve que justement, cet accompagnement, c'est la spécificité de l'art thérapie, de pouvoir ainsi accompagner des épreuves de vie en force de vie, en résilience. Et notre collègue John Hamel dit justement que c'est le pouvoir de l'art thérapie de mettre des mots sur les mots et des couleurs sur les douleurs. Et je trouve que justement cette pratique, elle donne cette possibilité au bénéficiaire d'agir lui-même sur la transformation de ce qu'il fait souffrir, et d'incarner dans son corps avec ses mains et avec tous ses sens cette transformation. Et je pense que c'est vraiment voilà, c'est aussi ce que j'ai vécu moi à travers mon propre parcours, mais aussi ce que je trouve très fort dans cette art-thérapie. À cette époque, quand j'accompagne ces femmes, ça fait souvent écho avec ma propre vie, et puis à un moment donné, encore une fois, ma vie personnelle me rattrape dans ma vie professionnelle, un petit peu comme s'il fallait que j'aille encore plus loin. Et en fait, en 2012, je traverse moi aussi l'épreuve du cancer. Et après ça, j'ai encore besoin de changer les choses, et donc d'aller plus loin dans la recherche, d'aller plus loin dans mes formations. C'est ma 3e vie qui commence. Je ne sais pas si, comme les chats, je vais avoir 7 vies, mais en tout cas, voilà, je suis bien partie. Donc, je me mets à me former au journal créatif, à l'hypnose, au cercle de femmes, au rêve. Je m'intéresse beaucoup au tarot, aux cartes associatives. Et tout ça, je le déploie dans mon laboratoire que j'appelle l'Aura Lab. Et je déploie ça sous forme d'abord d'une pratique personnelle. Je multiplie des expériences pour moi, des explorations pour essayer de pouvoir offrir aux personnes des pratiques plus profondes, et avec l'idée que voilà, l'important, c'est vraiment de pouvoir se permettre cette actualisation permanente, et c'est là-dedans, en tout cas moi, je trouve ma source de santé et d'équilibre, donc j'ai envie de transmettre aussi ça. Et puis justement, en termes de transmission, c'est le moment aussi où on me demande de penser ma pratique pour former d'autres art thérapeutes, pour faire des supervisions. Et en fait, j'aime beaucoup ces défis parce que ça permet de garder vivante ma pratique d'art thérapeute. Je pense qu'un art thérapeute doit en permanence rester dans le vivant de sa pratique. C'est une pratique qui ne peut pas être théorique, elle est vivante. Et donc, du coup, le premier confinement, ça a été encore une façon de faire évoluer ma pratique, parce que ça a été l'occasion de monter des cercles en ligne. C'est des expériences qui ont été fabuleuses, de découvrir le pouvoir comme ça, même à distance, que des participants de tous les âges, de tous les continents puissent avoir des échanges avec la création, se retrouver et surtout se sentir soutenus pendant un moment quand même extrêmement compliqué. Évidemment, pour tous ces cercles, je m'appuie sur ma pratique, sur des choses que j'ai bien installées à travers ces reliances au féminin, aux saisons, aux archétypes, à l'intuition. Et voilà, j'aime vraiment cette idée que
que l'art-thérapie, c'est au service de notre écologie intérieure. Voilà, pour moi, c'est vraiment l'art-thérapie nous offre la possibilité, et c'est là que je vais revenir sur l'alchimie, de devenir les alchimistes de nos propres vies. On dit souvent que l'alchimiste, la première fois qu'il fait ses expériences, il ne peut plus jamais revenir en arrière. Ben, pour moi, dans la bulle créative, on fait cette expérience-là, quand on rentre d'une plongée dans un processus créatif, c'est plus jamais comme avant. On a contacté une force et une sagesse qui est tellement plus vaste que ce qu'on imaginait et qui est cachée au fond de nous-mêmes qu'on ne peut qu'y prendre goût. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Alice, mais en tout cas, c'est comme ça vraiment que je vis ce processus. Oui, j'aime l'idée d'écologie intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une profonde nature que notre intellect et notre vie très occupée ne voient pas et ne valorisent pas. Et l'occasion avec l'art-thérapie, c'est vraiment de descendre, l'écouter et faire émerger sa sagesse ou sa guidance. Et donc, c'est ça, je trouve que c'est exactement ça, comment tu le décris. Il y a vraiment une infinité de choses qui peuvent se dégager. Puis aussi, je trouve quand tu parles de ton parcours où tu as eu plusieurs vies, où il y a eu plusieurs moments où c'était le temps de changer, puis d'aller réévaluer ou voir autrement et passer à autre chose aussi, ou changer de perspective à chaque fois, c'est aussi de suivre ça, parce que notre vie n'est pas linéaire, tout simplement. Comme l'art-thérapie n'est pas linéaire, il y a pas de linéarité, il n'y a pas de structure A, B, C, D, c'est une autre intelligence qui est à l'œuvre qui émerge avec l'art-thérapie, je trouve. C'est clair, ouais. Ouais, effectivement, et je pense que vraiment, ne pas vivre toutes ces vies, c'est vraiment passer à côté de cet énorme potentiel humain qu'on a à l'intérieur de nous et qui peut vraiment aussi aider les autres. Je pense que plus on est bien ancré et bien aligné avec ses vies, eh ben, plus on peut donner aussi. Et je vois les gens qui suivent mes ateliers, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent vraiment à être bien en eux parce qu'ils ont envie de faire du bonheur autour d'eux. Et c'est la meilleure façon de guérir le monde aujourd'hui, c'est de transmettre comme ça le bonheur autour de nous, quoi. Oui, tout à fait. Puis aussi, tous les professionnels de la relation d'aide aussi qui veulent aider, il y a souvent une tendance à s'oublier et tout donner aux autres, puis après, on se retrouve un peu comme en épuisement. Enfin, j'entends souvent des histoires comme ça, donc c'est important de faire en sorte de le cultiver un vase plein pour justement être capable d'aider et de soutenir le cheminement des autres aussi. Oui, pratiquer pour soi. Moi, qui ai des étudiants en art-thérapie, je leur dis vraiment que c'est fondamental. Elles ne peuvent pas durer dans la durée si elles ne prennent pas ça comme ressource. On ne peut pas prêcher pour quelque chose qu'on ne pratique pas, quoi. C'est juste pas possible. Il faut le vivre pour soi. Ouais. Alors, prendre du temps. Est-ce que Prendre du temps. Oui. Mais je dis souvent aux personnes que j'accompagne en groupe que c'est un temps qui se donne pour elles, donc vraiment de dégager des responsabilités extérieures, de tout ce qu'on a à faire, la liste de tâches à faire, et de dire, ben voilà, donnez-vous ce temps, espace pour vous, pour aller vers l'intérieur et se ressourcer. Bon, l'objectif, souvent, c'est plus ça, mais c'est vraiment un soin pour elle de se donner cette permission-là parce qu'on est tellement en pleine responsabilité, surtout les femmes, comme tu disais. C'est ça.
il y a pas de soins. Et puis, ça m'a touchée quand tu disais qu'il y a des gens qui ont gardé l'épreuve. Il y a eu une épreuve, ils ont pas donné le temps et l'espace pour le sentir, le vivre. Puis et ensuite, après, éventuellement, ça crée la maladie sérieuse, là, donc, de pas prendre ce temps-là. C'est touchant de voir que beaucoup de gens, je crois qu'ils n'ont pas cette possibilité-là, ni espace de vivre le deuil, de vivre la souffrance, puis de se donner ce droit-là. Puis ensuite, ça a un impact à long terme ensuite sur la santé. C'est de moins en moins tabou, mais notamment le deuil, mais ça l'a été pendant de longues années. Et puis, moi, je me rappelle comment les gens avaient. Enfin, ça part d'un bon sens, d'une envie gentille de te dire bon, allez, passe à autre chose. Mais en fait, on a besoin de vivre à un moment donné la douleur, le chagrin. Et on a besoin d'être à ce moment-là, en fait, entouré par des gens qui le comprennent, qui l'entendent, qui l'ont traversé. Et il y a beaucoup plus de gens qui l'ont traversé qu'on imagine, mais qui ont surtout pris le temps aussi de le comprendre et puis peut-être de travailler dessus. Ça, c'est important. Pour pouvoir aider. Et je suis curieuse de t'entendre parler un peu plus du côté alchimique, en fait, de l'art-thérapie. Comment l'art-thérapie fait cette transformation de ce qui est difficile et lourd en autre chose ou en art? Est-ce que tu peux un peu plus élaborer là-dessus? Alors, moi, ce que j'aime, dans les processus, j'aime établir un certain nombre d'étapes dans l'organisation du processus. Et en fait, je trouve que les matériaux qu'on utilise peuvent être pensés aussi dans ce sens-là. Donc, je considère vraiment, quand je prépare un processus à donner à un groupe, à un cercle en ligne ou à un atelier, c'est vraiment une espèce d'alchimie. Je vais me dire ça, je vais commencer par ça, ou bien, puis bon, finalement, quand je commence à le faire, non, je me dis non, ça va pas, je vais le mettre à un autre moment, je vais plutôt utiliser tel matériau, on va rentrer par ce biais-là. Donc, il y a toute une organisation que je trouve intéressante, et c'est là où c'est une espèce de cuisine, et dans cette cuisine, souvent les gens me disent, mais à un moment donné, c'est incroyable, ça a l'air simple, mais c'est magique. Donc, j'aime pas le mot magique, je trouve que le mot alchimique est plus concret. L'alchimie, c'est véritablement un travail autour déjà des choses qui sont compliquées, qui sont difficiles, qu'il faut déjà essayer d'éliminer, donc de nettoyer. Et là, on a des outils aussi pour ça en création, on a des outils d'écriture, on a des outils même plastiques pour recouvrir, pour prendre soin, parfois je mets même des huiles essentielles dans la création. Voilà, donc il y a toute cette idée de cette cuisine. Et puis qu'à la fin du processus, c'est comme si tout d'un coup tout s'était éliminé et on avait transformé ce qui plombait, ce qui est lourd. C'est ça dans le processus alchimique, en quelque chose de plus léger, de plus acceptable. Qu'on peut accueillir, et puis que peut-être on peut encore continuer à transformer, mais en tout cas qui brille beaucoup plus à la fin du processus. Voilà un petit peu le processus alchimique comme je le vois. Oui. Il y a aussi le fait de la lumière et l'ombre. Tu avais cité quelque chose comme ça. Que c'est aussi un processus qui permet de... Ça, c'est vraiment un travail aussi qu'on peut faire, surtout dans l'accompagnement individuel. Je trouve ça très intéressant de travailler sur, quelles que soient les émotions qu'on travaille, ou parfois avec des archétypes, par exemple. On peut travailler sur un archétype aussi comme ça. C'est toute cette approche où, en fait,
tout n'est jamais, enfin, rien n'est jamais complètement noir ou complètement lumineux. Souvent, moi, quand je travaille avec des ados, je le vois à travers leurs propos, elles aimeraient être toujours dans la lumière, mais il faut accueillir aussi ces ombres parce que sinon, parce que parfois dans les ombres, il y a aussi des intérêts, il y a des choses qui sont, qui sont touchantes et puis qui peuvent justement nous amener à découvrir d'autres choses. Donc, on ne peut pas tout le temps être dans le contrôle de tout. Et je pense que surtout, on a une génération qui est beaucoup à chercher ce contrôle. Et donc, les aider à accueillir les parts d'ombre, c'est vraiment important. Ça c'est fait pas. Enfin, voilà, tout dans l'alchimie joue sur cette ombre et sur cette lumière et sur, voilà, sur le fait qu'on ne peut pas partir. Il faut partir de l'ombre pour aller dans la lumière. Oui. On peut pas. En fait, quand je t'écoute, je pense aussi à la tendance positive là, d'être vraiment tout le temps optimiste, ça va bien aller et tout ça, qui fait qu'on a. C'est pas forcément mauvais, mais si on nie qu'on se sent triste ou pessimiste et qu'on donne pas cet espace-là, donc à notre ombre entre guillemets, ou ce qu'on veut pas vivre, ben on se dissocie d'une partie de nous qui est sensible, qui a besoin d'être écoutée et qui a besoin d'être vue. Et par l'art, il y a une intégration qui est possible. On peut inviter les monstres, on peut inviter les parts d'ombre à nourrir ou à stimuler en fait la création. S'il y avait juste des anges et de la lumière tout le temps, ça serait peut-être un peu... On a des outils qui sont liquides, qui sont solides. Ça, moi, j'adore cette cuisine-là. Elle est très importante pour moi. On peut faire pleurer, on peut vraiment faire pleurer sa page si on a envie de faire pleurer sa page. Et moi, je l'ai vu avec des personnes et j'ai vu comment ça leur faisait du bien d'aller dans le liquide pour justement se débarrasser de ces larmes qui parfois, les larmes, elles n'arrivent pas à couler, quoi. Mais il faut qu'elles coulent. Mais la page peut le faire pour eux. Et la page peut le faire. Et Clarissa Pinkola disait une très très belle phrase là-dessus sur le fait que les larmes, alors je ne sais pas la citer exactement, mais emportent notre bateau plus loin sur la rive. Et un peu que c'est l'idée d'une vague. J'adore la vague de Kusai, hein. Donc un peu l'idée que voilà, parfois un trop plein d'eau, ça peut justement nous emmener à un endroit, nous redéposer notre bateau à un bon endroit sec, alors que sinon on continue à être comme ça, trimballé dans l'eau sans que ça s'exprime en fait. Donc, oui, ça donne du mouvement en fait là où il aurait peut-être été figé ou contracté, coincé à un endroit. Le flot de la vague ou des larmes peut emmener, faire déplacer ailleurs, au moins bouger un peu. Tu sais. C'est ça. Et souvent cette expérience-là, je préviens, moi, les gens dans les ateliers, surtout dans les ateliers où on est à l'hôpital, je préviens le groupe de femmes qu'on a, qu'il risque d'y avoir des moments où on va sentir, là, comme ça va monter, et puis vraiment, les larmes, elles sont là, quoi. Et puis on sent, hein, la voix se casse. Et je leur dis que c'est un honneur de nous offrir ça au groupe, parce que c'est le moment où, justement, il y a vraiment quelque chose d'authentique qui se dénoue. Il y a vraiment quelque chose et après, ça va toujours mieux. Et chaque fois, je le vérifie, c'est vraiment une révélation. Mais ça, c'est les patients qui m'ont appris ça, hein. C'est pas moi qui l'ai appris toute seule. Évidemment, je l'ai vécu, mais aussi vraiment de le faire, de le voir vivre chaque fois qu'on fait ces ateliers. C'est toujours émouvant. J'ai l'impression que c'est un cadeau quand quelqu'un justement arrive à lâcher comme ça un petit peu. Et après, ça va tellement bien, quoi. Ouais. Mais je trouve ça tellement fascinant de voir que l'art
permet de pousser ça ou de révéler ce besoin-là. C'est comme une... des fois, c'est drôle. Moi, je reviens toujours à notre ultra-intellect. On se contrôle, on est comme ça, on va avoir l'air de... mais il y a plein d'émotions qui sont pas... à laquelle on donne pas la permission d'être exprimées ou vues par les autres. Et l'art, c'est eux qui... Ça nous trompe. On commence à créer en disant « Ah, je vais dessiner ça », puis... Oups! Les larmes, on parle de ça maintenant, mais je veux dire, toute autre émotion qui n'a pas été tellement accueillie va sortir éventuellement dans le dessin et ça, la personne va le voir et peut-être que là, ça va être comme « Oh, finalement, il y a ça qui est présent que je n'avais pas donné d'attention. » Et s'ils se donnent la permission de... Ouais. Il n'y a pas que des émotions, parfois il y a aussi véritablement des révélations. Moi, je vois quand je travaille avec des gens qui se questionnent sur leur orientation professionnelle, qui ont envie de changer leur vie. Alors souvent, évidemment, après des événements difficiles et qui ont vraiment envie. Et ben parfois, c'est tellement évident, ça arrive. On est en train de faire un collage et ah mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt, et là il vous déroule un truc, mais c'est touchant parce que la solution elle était là et entre guillemets elle était sous leurs yeux, hein. C'est souvent cette expression là qu'on prend, mais ils la voyaient pas. Et en fait le fait d'être dans cet accompagnement, tout d'un coup ils se permettent de regarder un petit peu plus attentivement et d'entendre le message de leur intuition. Et donc c'est pas que sur des émotions en fait, hein, c'est aussi vraiment sur des guides de vie. C'est là où vraiment je pense que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin que simplement. Souvent les gens disent l'art-thérapie c'est exprimer, mais pour moi c'est pas que exprimer. Ça va beaucoup beaucoup plus loin. Exprimer c'est la première étape, je dirais, mais il y a tout cette espèce de bain dans une sagesse qui est à l'intérieur de nous et des solutions qui sont déjà là et qu'on n'arrive pas à voir tant qu'on reste, comme tu dis, complètement bloqué dans le mental. Ça permet de tourner le bouton en fait. Mais on peut faire revenir le mental après. Mais le mental s'est enrichi de plein de choses en fait, du coup. Oui, c'est ce que tu appelais tout à l'heure quelque chose qui est plus vaste aussi. C'est-à-dire que si on est seulement dans notre tête, on a cette perspective-là. Et quand il y a quelque chose qui est plus vaste, là, il y a des choses qui s'ouvrent, qui... Et puis, bon, c'est vrai qu'en plus, tous ces cercles, on peut, tous ces ateliers, ces parcours, on peut aussi, nous, en tant qu'art-thérapeute, les orienter, hein, en fonction des clients qu'on a, vers d'autres choses. C'est pour ça que moi, j'ai fait d'autres formations, parce que je trouve vraiment que c'est mes clients qui m'ont amené à me poser des questions et à me dire, j'ai envie de pousser peut-être un peu plus loin ces questions, par exemple, du féminin, des cycles, comprendre, tu parlais tout à l'heure, ces moments où on n'est pas très bien, déjà comprendre en tant que femme notre féminin, quel que soit notre âge, hein, parce que même après la ménopause, on a toujours des cycles. Le cycle, c'est à l'intérieur de notre écologie de femme. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de ramener ça dans le travail d'art-thérapie. Les saisons, moi je travaille beaucoup avec les saisons. Je ne suis pas du tout la même en ce moment, en plein printemps, que si tu m'avais fait cette interview il y a 2 mois, en plein hiver. Je n'aurais pas été, je ne sais pas, là, tu vois, en ce moment, il y a plein de projets que je suis en train de mettre en route et qui me donnent la pêche, quoi. Et je sors dehors et j'ai la pêche aussi. Donc, voilà. Et on est tous quand même liés très, très intimement à la nature, très intimement à ça. Donc, et la nature, elle n'est pas tout le temps pareille. On n'est pas tout le temps pareil, nous aussi. On a le droit d'être comme ça, avec des vagues. Plus on les accepte, en fait. Moi, ça m'arrive de temps en temps de me dire,
Bon, bah, non, ça va pas aujourd'hui. Je préfère aller me coucher plutôt que d'essayer d'écrire un truc et je vais pas y arriver, quoi, ou de préparer un atelier. Et par contre, je vais passer presque une nuit blanche à travailler sur un atelier parce qu'à ce moment-là, alors souvent c'est avec la pleine lune, je suis en pleine forme et j'utilise tout le potentiel. Alors, je me fais à la maison, mon mari n'est pas content parce qu'il me dit: Tu t'es couché à quelle heure encore? Mais voilà. Mais j'ai fini ce que j'avais à faire, donc je suis hyper contente et je ne suis même pas fatiguée le lendemain. Donc voilà, accepter, accueillir ces rythmes, c'est vraiment essentiel en tant que femme. Enfin, Oui. si je peux témoigner de ça. Oui, je suis bien d'accord, mais j'ai découvert ça vraiment plus dans ma quarantaine et j'aurais aimé l'apprendre quand j'avais 18 ans. Comme ça, quand j'avais des émotions fortes, j'aurais pas remis toute ma vie en question cette journée-là. Je me serais dit, ça fait partie du cycle. Il y a des moments où c'est plus émotionnel, d'autres moments où c'est plus, il faut se reposer. Il y a d'autres moments où c'est pas le moment de faire du social, c'est plus C'est ça. d'introversion que j'ai besoin. Mais ça, je connaissais pas ça. Et, Je te rassure, moi non plus. mais c'est très, oui, ça nous permet de se comprendre comme femmes, qu'on est, on a des phases, donc les comprendre, ça nous aide à mieux planifier nos activités, puis aussi ne pas se blâmer si ce jour-là, on n'est pas capable de se concentrer ou de travailler tant que ça, parce que ça veut dire simplement que c'est un moment pour se reposer. Moi, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler avec des adolescentes de 18 ans ou de 16 ans et travailler là-dessus avec elles. C'est un cadeau parce que tu te dis, voilà, c'est des femmes qui vont avoir ces clés-là avant, avant qu'elles commencent à se culpabiliser, de ne pas être au top. Et, et elles vont pouvoir gérer ça avec le sourire en étant complètement maîtres de leur destin de femme. Et ça, c'est vraiment, voilà, pour moi, c'est toujours un cadeau de travailler avec des ados. C'est un vrai plaisir. Et le travail avec les femmes que tu fais, dont tu parles des cercles de femmes, donc qu'est-ce que... Alors, ça, le premier, c'est au moment du premier confinement que j'ai commencé à démarrer. J'avais déjà des cercles réguliers de saison, de passage de saison. Ça fait au moins 5 ou 6 ans que je faisais comme ça, des passages sur une journée, mais en présentiel, parce qu'on avait encore à cette époque-là cette chance de pouvoir se réunir dans une grande salle et tout. Enfin, maintenant, ça devient tellement difficile. Et donc, j'ai commencé à faire ces premiers cercles parce que lors du premier confinement, j'avais instauré un atelier de 3 heures tous les vendredis. Et petit à petit, mon atelier, il a grossi, grossi, grossi. C'était génial. Mais à la fin du premier confinement, les gens m'ont dit, mais on veut continuer. Et donc, j'ai dit, bon, ben, ok, je mets en place 2 cercles. Un cercle autour de la nouvelle lune à l'époque, et puis qui serait sur une année. On prend comme repère la nouvelle lune, et on se réunit chaque fois à la lune et lune. Et puis un cercle autour des fêtes, des fêtes, on va dire laïques des saisons, c'est-à-dire toutes les fêtes. Il y en a plus, il y a les équinoxes, les solstices, mais aussi toutes les fêtes qui sont d'origine celtique, donc dans notre culture à nous, Européens. Et ces 2 cercles sont en train de se finir, puisque ça fait 1 an qu'on chemine ensemble dans ces 2 cercles. Et ça a été un tel plaisir que voilà, je recommence 2 projets de nouveaux cercles. À partir du 26 mai, j'ai un nouveau cercle qui commence, qui cette fois-ci va être sur les pleines lunes, avec un autre travail. Je vais te proposer un travail autour que j'avais déjà proposé à un certain moment. J'ai fait des ateliers autour de ça, sur le potentiel du féminin à travers la mythologie, les déesses, qui sont en fait des archétypes qui nous parlent de part de nous-mêmes, en fait. Elles ont toutes ces déesses de la mythologie, elles ont des histoires pas possibles, chacune. Moi, j'adore l'histoire, donc je suis un peu conteuse aussi dans mes ateliers. Et elles ont des histoires à raconter, et ça nous parle de nous, en fait. Elles sont très proches de nous, ces déesses.
Et donc, à chaque pleine lune, on visitera une nouvelle déesse. On rencontrera une nouvelle déesse. On va en voir 12 tout au long de l'année. Et donc, ça va être un prétexte. Hein. C'est toujours ça, l'art-thérapie, c'est des prétextes à pouvoir plonger un petit peu en nous, explorer ces qualités-là, ces ombres et ces lumières qui sont autour de ces personnalités. Et puis voir aussi s'approprier un petit peu parfois des compétences qu'on n'imagine pas, puis finalement qu'on a, ou qui demandent en ce moment à être développées parce que c'est le moment là de s'en servir dans notre vie. Donc ça sera toujours évidemment en rapport avec ce qu'on vit dans ce cycle-là de lune aussi, parce qu'à chaque fois on ouvre un nouveau cycle de lune. Ce sont des sessions de 3 heures à chaque pleine lune? Non, alors comment ça se passe? En fait, pendant les cercles de nouvelle lune, j'étais tombée à 1h30 parce que il fallait que je le fasse le soir, pas trop tard, en rentrant du boulot, etc. Puis finalement, j'ai toujours dépassé à 2 heures. Donc finalement, cette année, j'ai décidé c'est 2 heures parce que je pense qu'il faut du temps pour tout ça. L'avantage aussi, c'est que j'ai une plateforme de e-learning qui s'appelle Teachable, où les gens peuvent retrouver l'enregistrement du cercle et aussi le document que je prépare, parce que je prépare beaucoup chacun de mes ateliers, je donne toute une histoire, je raconte une histoire, et donc ils peuvent retrouver ce document support sur ce lieu, soit pour le refaire après, soit aussi parce qu'ils n'ont pas pu venir et qu'ils ont raté une session. En général, c'est ce que je disais, l'assiduité, c'est vraiment ce que je remarque en art-thérapie, c'est que tout le monde se débrouille. Hein. Le mari garde les enfants. Voilà. Tout le monde se débrouille quand il faut s'octroyer une fois par mois, 2 heures. On peut le faire. C'est tout à fait possible. Parfois, malheureusement, le patron demande un truc en dernière minute, mais disons globalement, tout le monde est là, souvent dans les ateliers. Quoi. Merci. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est de faire une démarche sur 1 an, donc de voir vraiment d'où on est parti et vivre ça avec le même groupe, avec la même intention. Et puis au bout d'1 an, de voir qu'est-ce qu'il y a sur la durée. Moi, je pense vraiment que ce groupe a évolué. On fait notre dernière séance le 14 avril. Et là, j'ai eu des échanges avec le groupe et elles auraient toutes envie d'être là pour le 14 avril, mais il y en a qui ne peuvent pas, donc c'est difficile. Mais c'est vrai que la clôture de ce cercle va être, je pense, un moment très, très fort. Et j'aurais déjà demandé vraiment de commencer à me raconter un petit peu et je vais avoir des témoignages, je pense, très, très touchants qui vont boucler ce cycle annuel. Ça a passé tellement vite, je n'aurais jamais pensé qu'on serait là aujourd'hui, quoi, déjà. Et d'en remettre en route, c'est vraiment... Et je pense que ça a soutenu vraiment cette période qui est tellement compliquée à vivre pour beaucoup de gens. Ça les a soutenus dans leur vie. Donc, voilà, faut que ça continue. Après, je propose quand même que si certaines personnes ont envie de tester ou bien peuvent pas s'engager sur... Il y a des personnes qui ont du mal à s'engager sur 1 année, c'est énorme. Hein. Je le comprends, donc je mets cette fois-ci des possibilités de suivre de temps en temps, mais ils n'ont pas accès à ce moment-là à la vidéo, c'est normal parce que le groupe doit garder ses échanges en privé. Oui. C'est sûr que les sessions qu'on voit en différé avec c'est merveilleux quand les gens ne peuvent pas être là en direct parce qu'il y a quelque chose qui arrive, mais il y a aussi tout ce défi de garder aussi l'intimité du groupe, les gens qui se soutiennent puis qui se sentent soutenus donc de garder ça, c'est précieux parce que c'est ça qui aide chaque personne aussi à se sentir en confiance puis s'ouvrir peu à peu.
Du coup, moi, quand je refais un montage, j'enlève vraiment toutes les parties échanges parce que c'est juste pour garder le fil conducteur de la séance. Mais l'échange, c'est ça qui est le plus riche. Qui est vraiment le plus riche. Bon, ben merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. En fait, il va y avoir en dessous les liens de Laura Lab, les médecins de l'imaginaire, les liens où on peut te trouver, où on peut s'inscrire à ton infolettre aussi, je crois. Oui. Et si les personnes veulent poser des questions à Laurence aussi, il y a un endroit où on peut mettre dans les commentaires les questions. Et il va aussi y avoir une session de questions-réponses si vous voulez en direct. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Oui, je voulais parler juste parce que j'ai parlé médecin de l'imaginaire, donc il se peut que certaines personnes qui regardent se sentent touchées par ça et ont envie soit touchées ou qu'un proche d'eux soit touché par le cancer et besoin de soutien. Les cycles d'art-thérapie proposés par Médecins de l'Imaginaire, ils sont gratuits, donc c'est vraiment important aussi que les gens puissent y accéder. En ce moment, comme il y a le confinement, d'habitude c'est dans des lieux, mais comme il y a le confinement, il y a certains cercles qui sont aussi en ligne. Et donc, si les personnes veulent, le mieux c'est qu'elles m'écrivent si ça les intéresse, si elles pensent qu'un proche, ça peut les intéresser. Je les mettrai en contact avec mes collègues qui les rappelleront et puis qui pourront éventuellement les inscrire dans un cercle. Oui, ça, c'est tous les médecins de l'imaginaire est situé en France. Donc, aussi, les personnes du Québec qui nous écoutent, sachez que c'est un organisme qui est basé en France. Oui, c'est très important comme service, je crois, parce qu'étant donné le nombre de personnes qui est touché dans sa vie par cette maladie-là. C'est clair, c'est clair. Ouais. Et c'est vraiment, c'est très précieux. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu as envie de partager avec les gens qui nous écoutent? Déjà, merci à eux de nous écouter. C'est fabuleux parce que plus il y aura des personnes qui comprendront la portée de ce métier, sa profondeur, parce que voilà, il y a tellement de choses qui viennent perturber le coloriage qui est de l'art-thérapie, enfin voilà. Puis des gens qui s'autoproclament aussi art-thérapeutes, tout simplement parce qu'ils savent dessiner. De comprendre le cheminement d'art-thérapeute, c'est vraiment précieux pour comprendre que c'est un vrai métier et c'est même un métier où on donne de sa personne. Je pense que j'avais envie de confier ça. C'est la première fois que je confie un petit peu de mon histoire. Donc, c'était aussi pour dire ça. Voilà. Oui. C'était un vrai métier. Merci beaucoup de ton témoignage. Ce que je crois, c'est que quand on parle un petit peu de notre vie personnelle, ça peut aussi donner aux gens l'inspiration en disant, OK, après, quand il arrive des choses, on peut changer, on peut aller chercher des solutions. Il y a un chemin à suivre aussi. Donc, quand on voit quelqu'un qui l'a fait, des fois, ça nous donne juste la petite permission pour dire, mais je peux le faire aussi. De faire ces démarches-là et de changer. Merci de ton témoignage. Osons. Ce sera le mot de la fin. Osons. Osons, OK, oui. Merci, merci Laurence.